Bonjour et bienvenue dans 60 ans, 60 regards, une émission consacrée au 60e anniversaire des relations entre la France et la Chine. C'est désormais officiel, le président chinois effectue une visite d'État en France les 6 et 7 mai 2024. Qu'attendons-nous de cette visite ? Quelles questions seront abordées par le président français et le président chinois lors de leur entretien et quel regard analytique allons-nous porter sur ces questions ? Pour en parler, je suis avec Jacques Cheminade, président fondateur du parti Solidarité et Progrès et 3 fois candidat à l'élection présidentielle. Jacques Cheminade, bonjour. Bonjour Camille Chen. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite du président chinois en France ? On devrait en attendre beaucoup. Pourquoi ? Parce que nous sommes à un moment de l'histoire où il y a un risque de guerre immédiat. Déjà, on le voit en Ukraine, on le voit au Moyen-Orient, mais on le voit aussi en Afrique. Donc, il faut que les pays raisonnables, avec des dirigeants raisonnables, se rassemblent et soient capables de proposer une politique de paix par le développement mutuel. Alors, nous pensons qu'il faut une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement mutuel. Et que des pays comme la France et la Chine doivent porter cette initiative avec les pays du Sud global. Alors, je ne sais pas si on en arrivera là. On n'en est pas encore là. En tout cas, de la part du gouvernement français. Cette visite se fait en miroir donc de celle du président Macron à Canton et Pékin en avril 2003. Aujourd'hui, il faut noter que dans cette visite en Europe, le président Xi Jinping visite aussi la Serbie et la Hongrie. Ouais. D'où la nécessité de trouver des médiateurs, des pays qui peuvent apparaître comme des médiateurs dans la guerre. Alors il faut aller plus loin, je pense. On ne pourra arriver à la paix que s'il y a cette nouvelle architecture internationale que je mentionnais tout à l'heure. Et c'est absolument fondamental. Alors il y a une question qui est une question, je dirais, plus sentimentale, qui fait que le président Macron invitera le président Xi Jinping dans les Hautes-Pyrénées. Parce que sa grand-mère a sa tombe là. C'était une institutrice, Madame Nogues, et le président Macron a, disons, un amour particulier pour cette femme. Il a dit d'ailleurs en 2022, lorsqu'il a été élu président, enfin juste avant, on lui demande où irez-vous d'abord ? Il dit à l'international, je ferai les visites qu'il faut, mais j'irai à titre privé sur la tombe de ma grand-mère. Alors c'est très intéressant qu'il amène Xi Jinping là. Alors certains s'en sont moqués en disant il n'y a pas de sentiment dans la politique, c'est pas comme ça que les choses procèdent. Moi je crois qu'au contraire, cela dénote de la part du président Macron une volonté à un moment où il pense qu'il ne doit pas rater sa sortie dans l'histoire. Et pour ne pas la rater, l'amitié avec la Chine est essentielle. Vous le disiez tout à l'heure, la visite présidentielle donc, du président chinois en France s'inscrit dans un contexte géopolitique très tendu. On sait que les deux présidents, le président chinois et le président français, vont aborder beaucoup de questions politiques et sensibles, parmi lesquelles la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pourriez, vous, Monsieur Cheminade, nous expliquer et nous rappeler les positions respectives de la France et de la Chine en la matière ? Avant de le faire, je dirais que, de mon point de vue, et je fais une déclaration un 9 juin, les élections européennes, pour le salut commun. Cette expression de salut commun est très intéressante parce qu'on la retrouve dans le christianisme et on la retrouve dans l'international, la chanson internationale de toutes les révolutionnaires d'Europe et du monde. Donc, c'est d'abord combattre une oligarchie militaro-financière et arriver à cette nouvelle architecture de sécurité commune et de développement mutuel en Europe et dans le monde. Et être en accord avec tous ceux qui partagent cette ambition. Alors prenons maintenant la question de l'Ukraine. Il y a la proposition chinoise, faite le 24 février 2023, en 12 points. Et cette proposition dit d'abord la paix. D'abord la paix, en respectant la souveraineté de tous les pays, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes par rapport aux frontières établies qui doivent être aussi respectées, donc arriver à un accord
sur ce plan, très difficile entre la Russie et l'Ukraine, mais c'est la position chinoise que l'on arrive, par un intérêt mutuel, à respecter les deux, abandonner la mentalité de la guerre froide, reprendre tout ce qu'il faut pour arriver à la paix en protégeant les civils, les prisonniers de guerre, et en établissant la sécurité autour des centrales nucléaires. Plus encore, moi ce qui me paraît le plus intéressant dans ces 12 points chinois, c'est sauver l'économie mondiale. C'est surtout arrêter les sanctions unilatérales, ça ne sert à rien, ça ne touche jamais les dirigeants, ça touche les peuples. Maintenir la stabilité des chaînes d'approvisionnement et de production, les chaînes d'approvisionnement et de production à la fois dans des termes financiers et surtout dans des termes physiques, productifs, et enfin, reconstruction après le conflit. Et je pense que si on pense avec les yeux du futur, de ce point de vue-là, la situation en Ukraine, on peut arriver à une solution. Le président Macron, à mon avis, malheureusement, est passé d'une discussion qu'il avait établie avec le président Poutine, que je juge intéressante. Il ne faut pas seulement parler à ses ennemis, même si on pense que d'autres sont ses ennemis, il faut leur parler si on veut arriver à la paix. La paix entre amis, ça serait trop facile. C'est avec les ennemis qu'on fait la paix. Donc, malheureusement, le président Macron a abandonné cette position. Et pour quelles raisons? Pour des raisons, je pense, il y en a deux. La première, il se croit qu'il pourra un jour devenir un peu le chef de l'Europe, de la nouvelle Europe. Donc, il fait des concessions aux pays de l'Est de l'Europe qui craignent la Russie. Et puis, il veut rester au sein de l'OTAN, ça c'est beaucoup plus grave, sans affronter les Anglo-Américains qui actuellement dirigent l'OTAN. Donc, restant au sein de l'OTAN, s'il veut être le chef de l'Europe, il doit avoir une position maximale. Donc, il dit, voilà, on envisage d'envoyer 2000 soldats français en Ukraine. Et ça, c'est inacceptable pour les Russes. Ils ont dit d'ailleurs, ou c'est avec l'OTAN, et à ce moment-là, c'est la guerre mondiale avec l'OTAN, ou c'est au nom de la France, et c'est pas l'article 5 de l'OTAN, mais alors on les tuera tous, jusqu'au dernier. Donc, on est mal parti de ce point de vue-là. Donc, pour partir bien, je pense, la venue du président Xi Jinping en France et la possibilité d'une entente avec le président Macron et la France, à long terme, permettrait d'établir les conditions de la paix en Ukraine en partant des principes chinois. On a critiqué le plan de paix chinois, on a dit que ce ne sont que des principes. Oui, ce sont des principes, mais il faut partir de principes, dans un certain ordre. Et vous partagez ces principes? Et il faut qu'on les partage et qu'on œuvre ensemble, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Et il faut aussi que l'on voit qu'il faut faire quelque chose pour arrêter la guerre avant qu'il soit trop tard. Vous le disiez tout à l'heure, hein, la position chinoise et la position française sont différentes, très différentes sur la question de l'Ukraine. À votre avis, est-ce que les deux pays parviendront à trouver un terrain d'entente? Ça dépend aussi des peuples. Est-ce que les peuples français et les peuples chinois sont partisans de la paix? Moi, je pense que oui. Et personnellement, je me bats pour que ces élections européennes traitent cette question de la paix, au lieu de traiter de l'immigration, qui est une question importante mais secondaire par rapport à celle de la paix, et du développement mutuel. Grand problème de l'immigration, c'est pas l'immigration, c'est l'émigration. C'est les gens qui partent de chez eux, parce que chez eux, ils ne peuvent plus vivre ou ils pensent qu'ils vivront mieux ailleurs. Donc, il faut développer chez eux, pour qu'ils puissent vivre chez eux, et chez nous, les accueillir, en leur donnant du travail, en leur donnant des compétences. Et la solution n'est pas si compliquée si on voit cela du point de vue d'une nouvelle architecture de développement mutuel. Alors, un autre conflit militaire qui se joue cette fois-ci au Moyen-Orient sera aussi au cœur des discussions entre les deux présidents. Est-ce que vous pourriez nous rappeler également les positions respectives de la France et la Chine en la matière? Alors, la position de la France a été constamment d'être favorable à la création d'un État palestinien. Un État palestinien dans des frontières qui soient acceptables par l'État palestinien, sans avoir jamais été très précis. Pour moi, ça ne peut être fait que dans les frontières d'avant 1967. Donc les frontières qui assurent que l'État palestinien soit viable, en même temps qu'un État israélien. Certains pensent qu'on devrait arriver un jour, ou peut-être plus vite, à un seul État. Je pense que c'est impossible aujourd'hui, mais que probablement il y aura un passage vers une confédération. Personnellement, nous pensons qu'on peut résoudre que s'il y a une vision à long terme. C'est ce que nous appelons le plan Oasis de notre ami américain Lyndon LaRouche, formulé dès 1975 et accepté à l'époque par des Irakiens et par des Israéliens, Abba Eban, ou même après l'ayant développé
des Israéliens qu'on a vu disparaître de la scène politique ou qui ont été assassinés. Donc le vrai problème, c'est la base de la paix. De ce point de vue, la France, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut à Gaza un cessez-le-feu et un retrait et l'aide humanitaire. Elle ne va pas plus loin. C'est la déclaration commune entre Al-Sisi, le président égyptien, le roi de Jordanie et Emmanuel Macron, qui les trois ont fait une déclaration commune. Et que pensez-vous de cette position française? Elle est insuffisante, mais elle est intéressante. Elle n'est pas la position américaine. Les Américains disent « Oh, il faut protéger ces pauvres Palestiniens ». Mais ils donnent de l'argent, des armes pour détruire les Palestiniens à Israël. Pardon, pas à Israël, au gouvernement Netanyahou, qui est un gouvernement fasciste. Ce n'est pas le peuple israélien. Le peuple israélien ne l'est pas. Mais c'est un gouvernement qui a pu prendre le pouvoir avec ce que j'appelle des messianistes fous. Ben Gvir, Smotrich et les autres. Donc là, il faudrait qu'il y ait des puissances occidentales ou autres qui disent aux Israéliens d'arrêter. Ils ne disent pas. Biden dit des paroles, ou Blinken aussi, le ministre des Affaires étrangères américain, du département d'État américain, mais ils ne font pas par rapport à ce qu'ils disent. Ils ne font pas ce qu'il faudrait faire par rapport à ce qu'ils disent. La France est en retrait vis-à-vis de ça et cherche à imposer une autre politique, mais beaucoup trop modestement et surtout, de l'intérieur de l'OTAN. De l'intérieur de l'OTAN, vous ne pouvez plus imposer une autre politique. C'est pour ça que moi, je suis pour la dissolution de l'OTAN. C'est fini le règne de l'OTAN. Et du côté chinois, on ne veut pas trop s'immiscer dans cette affaire, qu'ils considèrent tout à fait très difficile. Mais peu à peu, les Chinois ont bien fait savoir, Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, a bien fait savoir qu'il fallait arrêter les opérations d'Israël. Et le président Poutine aussi. Donc, il y a de ce côté-là, du côté américain, disons, une position qui s'explique en partie, mais pas seulement, par la domination de l'oligarchie financière, plus les élections américaines en novembre, et c'est cela qui crée une instabilité. Donc par rapport à cela, la France et la Chine peuvent aller de l'avant par une position commune qui voit avec les yeux du futur, par-delà ces échéances comme les élections européennes ou l'élection présidentielle américaine, qui voit quel est l'avenir nécessaire dans cette région. Et c'est là que notre plan Oasis, qui est un plan pour mettre l'eau en commun, pour mettre l'énergie en commun, et pour faire un développement mutuel, peut amener des gens qui sont pris entre, d'un côté, le crime israélien, qui a laissé pendant 75 ans Gaza sous un statut d'occupation, et maintenant qui occupe avec des colons la Cisjordanie. Alors à cela, Hamas a répliqué par un attentat terroriste. Moi, je ne suis pas à mâcher les mots, c'est un attentat terroriste, mais organisé comme résistance. Et de l'autre côté, les Israéliens répliquent par un véritable génocide contre Gaza. L'Afrique du Sud a eu le courage de le dénoncer. Donc on en est là. Comment sortir de cela? Où, évidemment, les habitants de Gaza et les Jordaniens, et ceux qui occupent ceux qui sont en Cisjordanie, les Palestiniens, sont actuellement traités de façon barbare. Et de l'autre côté, un pays comme Israël où le peuple voudrait une assurance. Mais moi je dis la seule assurance qu'on peut donner à Israël, c'est une assurance qui reconnaisse un État palestinien. Et à ce moment-là, on aura une assurance de paix. Et ça doit être la position de la Chine, et je pense que c'est aussi un peu sur ce domaine-là la position de la France officielle. Mais en plus, vous avez vu à Sciences Po ou ailleurs, il y a toute une jeunesse française, comme toute une jeunesse américaine, qui se lève aujourd'hui pour demander la paix et la justice dans la région. Et moi, je pense que ce plan Oasis et ce plan de développement doit couvrir pas seulement Israël et la Palestine, ou le futur État palestinien, mais aussi toute l'Asie du Sud-Ouest, depuis, je dirais, les rivages de l'Inde jusqu'à l'Égypte. Et il faut un plan global de développement. Et je pense que la Chine, avec ses nouvelles routes de la soie, a une idée de cela, et j'espère que la France aura une idée plus claire de cela et comprendra cette immense majorité du monde qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, et avec laquelle auprès de laquelle la France devrait jouer un rôle qu'elle ne joue pas aujourd'hui. Alors maintenant, on va passer au chapitre commercial. On sait que l'aspect commercial fera aussi l'objet de discussions entre les deux présidents. Parmi ces sujets commerciaux, on va dire d'actualité brûlante, il y a surtout la crise du cognac. Alors, que savez-vous, Monsieur Cheminade, de cette crise et comment vous la voyez? Alors, cette crise... Quelle est votre version des faits? C'est une crise
mais ce n'est pas quelque chose d'absolument fondamental. Entre 2022 et 2023, différents producteurs chinois s'étaient plaints du dumping de 3 sociétés françaises qui produisent le cognac, ainsi que d'autres européennes d'ailleurs. C'est plein des producteurs d'eau de vie de vin pour être précis. Donc, à ce moment-là, les Chinois ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord avec ces manœuvres de dumping. Dumping, ça veut dire qu'on vend moins cher en Chine pour vendre plus qu'on ne vend en Europe. Donc, il y a eu cette protestation. On en est là. Alors, on dit dans la presse française que les autorités chinoises, c'est des représailles contre la demande française à Bruxelles. On dit que c'est une demande française, c'est pas seulement la France, à Bruxelles, pour qu'on examine de près les dumpings vis-à-vis de la production d'automobiles électriques en Chine. Moi, j'ai visité BYD, Buy Your Dream, les voitures chinoises. C'est ça, BYD, oui. Et j'étais là-bas, j'ai vu une entreprise qui a organisé depuis son départ, les batteries, jusqu'au bout, toute la chaîne de recherche, de mise en place, de production, d'application jusqu'à la vente. Et c'est une entreprise extraordinaire. Donc, cette entreprise produit de plus en plus dans des conditions concurrentielles vis-à-vis des entreprises européennes. Les entreprises européennes devraient se ressaisir. Le chancelier Scholz allemand est allé en Chine pour pousser il est allé à Chongqing d'ailleurs d'abord, pour pousser Volkswagen et c'est l'immense projet de Volkswagen en Chine. Je pense que de ce point de vue, les Européens aussi devraient voir comment il y a des investissements chinois en Europe, il y a l'exportation de biens, mais beaucoup plus important, il y a les investissements sur place. Et de ce côté, il faut voir comment on peut s'entendre. Alors il y a des questions juridiques, il y a des questions de reconnaissance mutuelle, il y a des questions d'interprétation du droit. Pour un Chinois, et ils ont raison, je pense, de ce point de vue-là, il y a un contrat, c'est essentiel, mais il y a une évolution. Et une évolution de ce contrat, dans les conditions qui se produisent, il faut le suivre de très près. Et souvent, les Français ne suivent pas d'assez près les contrats qu'ils ont passés en Chine. Donc, il faut voir de beaucoup plus près cette question, pour ne pas se prêter à tout ce qu'on dit actuellement en France. J'ai plein de citations ici. Mais on dit que les Chinois veulent se venger, les Chinois entendent dominer les marchés, la production chinoise excessive va envahir le monde comme ils ne peuvent pas vendre en Chine. On trouve des tas de choses de cette nature dans la presse française. Mais moi je pense aussi à un livre que je considère important, qui n'est pas un livre fondamentalement favorable au régime chinois, pas du tout, mais qui est honnête. C'est le livre de Frédéric Lemaître, qui est le correspondant au monde 50 ans dans la Chine de Xi Jinping. Et ce qu'il dit à la fin, très intéressant, je pense, est extrêmement intéressant. Voilà ce qu'il dit, je vais vous le lire, parce que c'est sur... Et ce sera le mot de la fin. Voilà ce qu'il dit à la fin. Ouais. J'ai pu parfois être l'objet n'est rien par rapport à des difficultés qu'il a eues, un ostracisme. C'est un étranger, après tout, dans une situation de tension. Il dit « Ce n'est rien par rapport aux multiples marques d'intérêt, voire d'amitié, que les Chinois de tout milieu m'ont manifesté. Sommes-nous aussi accueillants à leur égard? Je n'en suis pas sûr, et c'est dommage. »